Le navire d'Ika, écrit par Jacqueline Held, images de Jean Garonner aux éditions La Farandole. Le navire d'Ika. D'habitude, je n'aime pas tellement écrire, surtout quand il faut faire des rédactions pour Mademoiselle Soch. Elle nous donne toujours des sujets bizarres. Par exemple, faites le portrait d'un animal familier ou bien quel métier aimeriez-vous faire plus tard? Pourquoi? Vous vous trouvez peut-être que ce n'est pas bizarre. Mon voisin Marc, qui est toujours le meilleur en français, dit même que c'est intéressant, mais moi, je n'ai rien à raconter. D'abord, je n'ai pas d'animal familier, maman trouve que ça peut donner des maladies, et papa dit toujours qu'on ne saurait pas quoi en faire quand on part en vacances. Le métier que j'aimerais faire plus tard. Premièrement, je n'en sais rien pour l'instant. Quelquefois, je voudrais être cosmonaute ou d'autres jours pâtissier. Ça ne se ressemble pourtant pas. Alors, vous voyez. Et deuxièmement, même si je savais, je n'aurais pas du tout envie de le dire à mademoiselle Soch. Je sais très bien qu'elle s'en fiche et que ça ne l'intéresserait pas pour de vrai. Marcel Mamblois, qui est en 6e et qui a Monsieur Loudier, en français dit que chez eux c'est pas du tout pareil. Ils racontent ce qu'ils veulent et même des fois ils font des pièces de théâtre. Peut-être que ça me plairait. Tout ça pour vous expliquer pourquoi je n'écris pas souvent. Mais aujourd'hui c'est différent. Il m'est arrivé quelque chose d'extraordinaire et je ne sais pas du tout ce que je dois faire. Est-ce que j'irai ou pas? Et puis, est-ce que je dois en parler à quelqu'un? Mais c'est vrai que je ne vous ai pas encore dit ce qui se passait. Jusqu'à ce matin, je croyais que les aventures, ça n'arrivait que dans les livres ou à la télé, et en tout cas pas à des gens comme moi. Eh bien voilà, ce matin, en me réveillant, j'ouvre les volets, en prenant mon temps, parce que c'est les vacances et qu'est-ce que je trouve? Un papier plié en 8 et coincé dans l'espagnolette. Naturellement, je le déplie, et voilà ce que je lis. Ce soir, à la rivière du Chêne, baie des petites chèvres, ne rien dire à personne. Ika. Je ne connais personne dont le nom commence par un I, ni par un K, d'ailleurs. Je devais avoir l'air pas comme d'habitude. Il y avait de quoi, vous avouerez. Pendant le petit déjeuner, maman m'a demandé plusieurs fois si j'avais mal quelque part. J'ai dit non, naturellement. Mais elle ne m'a pas cru. Elle a dit à papa. Nicolas reste trop à la maison. Il aurait besoin de prendre l'air, regarde-le. Il a une tête de chien battu et des yeux grands comme des portes. Comme elle dit toujours quand j'ai une mauvaise mine. Papa a relevé le nez de son journal et a fait mais n'a rien dit. Papa ne parle jamais beaucoup. Moi, j'ai avalé mon café au lait le plus vite possible en m'étranglant à moitié et je suis retourné dans ma chambre. J'avais besoin de réfléchir. Bien sûr, je n'ai pas envie de jouer le super as des détectives comme fait mon cousin Sébastien qui passe tout son temps à lire le Club des Infaillibles où le revenant joue et gagne. C'est trop bête, on sait toujours ce qui arrivera. Mais tout de même, pour décider quelque chose, il fallait bien que je réfléchisse, pas vrai? Et j'ai essayé de voir ce que je pouvais tirer du message. Le papier. C'est une feuille blanche ordinaire, un peu comme le papier à lettres qu'on vend en petits blocs dans les monoprix. L'écriture, de grosses lettres majuscules un peu maladroites. Est-ce pour qu'on ne reconnaisse pas qui l'a écrit? C'est ce qu'on fait, paraît-il, dans les lettres anonymes. Mais ce n'est pas une lettre anonyme. Enfin, pas exactement, puisqu'il y a tout de même des initiales. Voyons, si on l'a glissé dans la persienne de ma chambre, c'est bien à moi que cela s'adresse. Et, encore une fois, je ne connais personne qui s'appelle Ika. C'est peut-être une erreur. Rue Cézanne, toutes les maisons se ressemblent. De petits pavillons blancs en préfabriqués avec un jardin comme un mouchoir de poche. À moins que ce soit une farce. Comment savoir?
Décidément, je ne suis sans doute pas fait pour être détective. Voilà au moins une chose que je pourrais dire à mademoiselle Soch. Je ne sais pas ce que je serai, mais je sais ce que je ne serai pas. Bon, reste le point le plus important. Irai-je ou n'irai-je pas? La cité des Peupliers, où j'habite, est juste en lisière de la ville. Quand on marche bien, on est à la rivière en une demi-heure. L'endroit n'est pas très joli. L'endroit n'est pas très joli. Il y a une décharge juste à côté et ça sent mauvais. De toute façon, on ne peut pas s'y baigner, car il y a de grands trous et des tourbillons. Aussi personne n'y va, sauf nous quelquefois. J'y ai joué aux Indiens du Mississippi avec Marc tout l'été dernier. À cette époque-là, on était encore des mômes, et ça nous amusait. Je ne sais pas pourquoi la baie s'appelle baie des petites chèvres. Il faut croire qu'il venait des chèvres autrefois. Colotis-à-Ville n'était pas encore une ville. J'ai toujours été curieux. Je crois que j'irai. C'est trop bête de ne pas savoir. Seulement voilà, c'est peut-être dangereux. Je sais bien que maman s'inquiète facilement. Si je l'écoutais, je n'aurais plus qu'à rester couché pour être sûr qu'il ne m'arrive rien. Mais elle dit toujours de se méfier des inconnus. Là, elle a peut-être raison. C'est tout de même vrai qu'on voit de drôles de choses sur les journaux, et qu'il y a des enfants qui disparaissent. Quand je sors seule, et que maman s'inquiète avec cette drôle de façon qu'elle a de hausser un de ses sourcils et de relever une mèche de cheveux sur son oreille droite, je la taquine. Mais finalement, je peux bien le dire aujourd'hui, je ne suis pas si rassurée que ça, et pourtant, je veux savoir. C'est un peu pour ça que j'ai commencé ce journal. Je sais ce que je ferai. Si j'y vais, je le laisserai en évidence sur la petite table qui me sert de bureau quand je fais mes devoirs. Comme ça, si je ne suis pas revenu le soir, on le trouvera, et papa saura où me chercher. Mais irai-je vraiment? Il faut l'avouer, j'aimerais mieux ne pas y aller tout seul. Dans les histoires, il faut toujours être deux. Comme ça, on peut se défendre. On ne se fait pas forcément prendre tous les deux à la fois. Et s'il arrive quelque chose à l'un, l'autre peut s'échapper pour prévenir. Qu'est-ce qui se passera si j'en parle à quelqu'un? De toute façon, je ne peux pas en parler à une grande personne. Elle m'empêchera sûrement d'y aller. Les grandes personnes sont comme ça. Le dire à Marc, c'est hors de question. Il est bavard, mais bavard. C'est bien simple, pire qu'une pie. Et tout le quartier sera en courant en moins de 2. Éric est en colonie de vacances et ne revient que dans 15 jours. Quant à Marcel Memblois, non merci, il est froussard et douillet que ça n'est pas croyable. Pas la peine d'emmener une poule mouillée. Reste Sylvette. Oh, bien sûr, c'est une fille, mais elle ne ressemble pas aux autres filles que je connais. Non, pas du tout. Elle a des yeux couleur de caille, d'un marron qu'on ne peut pas expliquer, et qui vous regardent toujours bien droit, tandis qu'elle avance le menton d'un petit air décidé. La première fois que je l'ai rencontrée, elle venait d'arriver dans le quartier. C'était le jour où on avait fait un char romain avec les cajots du père Lapique et de la ficelle et 2 roues de la poussette du petit frère de Marcel. Je dévalais à fond de train depuis le haut de la rue Mozart, qui a une pente à 45 degrés, enfin presque, et je l'ai fait tomber dans le caniveau. Elle était pleine de bleu, mais Sylvette ne rapporte jamais. C'est rare, non? Surtout chez une fille. Depuis, je la vois souvent le soir après l'école. Elle sait presque toujours ce qu'il faut faire quand on est embarrassé. C'est une fille astucieuse. Oui, je crois que je lui en parlerai, et si elle veut, nous irons ensemble.
Il faisait chaud. Autour de nous, des bêtes bourdonnaient. On entendait aussi le grésillement des grillons. Nous suivions le chemin bosselé qui part du cimetière neuf. Pour me prouver qu'elle n'avait pas peur, Sylvette chantait une vieille chanson qui commençait par Derrière chez mon père, vole, vole, mon cœur vole, y a-t-il un pommier doux, tout ou doux, y a-t-il un pommier doux, tout doux, derrière chez mon père, vole, vole, mon cœur vole, y a-t-il un pommier doux, tout doux, y a-t-il un pommier doux. Mais sa voix manquait de souffle, comme lorsqu'on a couru trop vite. Moi, je ne disais rien. Ça me faisait comme un creux bizarre ou un chatouillement à l'intérieur, si vous voyez ce que je veux dire. Je ne sais pas si c'est ça qu'on appelle la conscience dans les leçons de morale quand j'étais à la petite école. Moi, ça m'avait plutôt l'air d'être l'estomac. Enfin bref, conscience ou estomac, je me demandais si j'avais eu raison d'emmener Sylvette, et s'il lui arrivait quelque chose à cause de moi. Dans toutes les pensées qui me tournaient dans la tête, il y avait au moins quelque chose de rassurant. Que le message soit d'un plaisantin ou que ce soit sérieux, on ne voulait sûrement pas nous kidnapper pour avoir une rançon. Chez nous, ça peut aller. Il y en a de plus malheureux que nous, bien sûr. Et on s'en tire. Mais de là à pouvoir payer une rançon, il y a plutôt de la marge. Quant à Sylvette, son père est OS à l'usine de plastique de Lotisaville. Au moins de ce côté-là, on est paré. Je m'étais demandé à quelle heure venir. Ce soir, c'était plutôt vague. Finalement, j'avais préféré partir tôt, dès la fin de l'après-midi. De toute manière, nos parents ne nous auraient sûrement pas laissé sortir tard, ni Sylvette ni moi. Il était 6 heures. Il faisait encore très lourd. La baie des petites chèvres était écrasée de chaleur. Pas un chat. Rien en vue. Ah mais si. Oh, regarde. À la pointe noire, là où le chemin fait un coude, nous nous étions immobilisés tous les deux ensemble. Oui, c'était bien un bateau. Que pouvait-il faire ici? Je vous l'ai dit. C'est plein de trous et de tourbillons, et, bien entendu, pas question de naviguer là-dedans. Je n'y ai jamais rien vu avant, pas un canoë-kayak, rien, même pas un tout petit bateau pneumatique. Et aujourd'hui, ça n'a rien d'un bateau de gosse. Non, je vous jure, c'est un vrai bateau, un grand, comme on voit dans les ports. Je veux dire, pour la grandeur, car pour le reste, je n'ai jamais rien vu de pareil. Pour un drôle de bateau, c'est un drôle de bateau, dit Sylvette. Pour ça, oui. Et, même, si j'étais tout seul, je croirais que je rêve. Je n'ai jamais vu de navire comme ça. C'est un navire rond, un peu comme un nid, ou comme un gros coquillage. Un coquillage qui flotterait. Et quand on le regarde, on a très envie d'entrer dedans. Il a des fenêtres qui sont comme des yeux de poisson tout ronds, et une bouche noire ronde aussi, qui doit être une porte. À part ça, on ne voit toujours personne. Est-ce que cette chose bizarre, est-ce que ce navire ni coquillage a un rapport avec le message? Mais alors lequel? Sylvette ne dit rien, mais je vois ses pieds qui frétillent, et ses yeux sont comme des vers luisants. Moi aussi j'ai très envie d'avancer. Si j'étais superstitieux, je croirais peut-être qu'on nous a jeté un sort. Heureusement, je ne suis pas superstitieux. Ça doit être la curiosité, seulement la curiosité. Et la prudence, mon fils. Qu'en fais-tu de la prudence? Parole, ce navire rond est magique, comme dans les contes. Voilà la sage Sylvette, la raisonnable Sylvette qui dit, de sa petite voix douce et tranquille, un peu voilée, si on allait voir. Oui, si on allait voir.
Comment résister? Nous approchons. D'abord, à pas compter, puis plus vite. Une fois sur la plage, nous tournons autour, si je puis dire, car nous n'allons tout de même pas dans l'eau. Je m'enhardis et je crie. Ohé, du bateau, ohé! Sylvette répète. Ohé! Je crie. Eh, il y a quelqu'un à bord. Nous sommes là. Amis? Sylvette répète. Amis? Et nous crions de plus en plus fort. Toujours rien. Enfin, qui m'a donné rendez-vous ici, à moins qu'il, je veux dire Ika, ne soit pas encore arrivé? Il n'est jamais que 6h30. C'est Sylvette qui l'a vu la première. Nous avions ramassé des pierres plates et fait des ricochets pour passer le temps. J'apprenais à Sylvette qui ne savait pas très bien. Oui, c'est elle qui l'a vu la première. Une échelle le long du bateau. Nous ne l'avions pas remarquée tout d'abord. Elle est du même bleu que la coque, et un peu transparente et se confond avec elle. D'ailleurs, je suis un peu myope, et je n'ai pas emporté mes lunettes. L'échelle part de cette porte noire qui ressemble à une bouche et s'enfonce dans l'eau. Nous nous regardons. Bien sûr, ce n'est pas très bien d'entrer chez quelqu'un qu'on ne connaît pas, mais on pourrait peut-être jeter un coup d'œil comme ça, de l'échelle, oh, sans entrer, juste pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Nous nous déchaussons. Pour le reste, nous sommes juste en short et en polo, et ça séchera vite. Sylvette m'éclabousse et je lui rends, et nous voilà accrochés à l'échelle. J'ai beau me tordre le cou dans tous les sens et me pencher à un angle plutôt périlleux en me tenant que d'une main comme un singe, rien à faire. Les yeux, fenêtres, hublots sont trop loin. On ne peut rien voir. C'est dommage d'être grimpé là pour rien du tout. Et voilà Sylvette qui pousse tout doucement la porte noire. La porte s'ouvre sans faire d'histoire. Nous sommes sur le seuil d'une cabine. Bien que le navire soit rond, nous ne sommes pas dans un œuf. Non, plutôt dans un cube. 3 murs sont en bois comme un chalet. Enfin, en bois, je ne sais pas. Quelque chose qui ressemble en tout cas. D'une couleur chaude, un peu ocre et qui habille le mur. Et sans savoir pourquoi, on se sent bien. Mais c'est surtout la dernière cloison que nous regardons. La dernière cloison est un mur tableau, et je pense à des documentaires à la télé sur des usines où l'on fabrique certains prototypes, ou au film Fahrenheit 451 que j'ai regardé avec mes parents, où l'on imagine l'avenir et des maisons où les pièces ont un mur écran de télévision. Seulement, ici, c'est plutôt un mur tableau de bord. Très intrigués, nous regardons en nous demandant à quoi veut. Très intrigués, nous regardons en nous demandant à quoi peut bien servir tous ces boutons bizarres et ces manettes étranges. Il y en a des noires et des blanches, un peu comme les cases d'un jeu de dames. Et les boutons sont métalliques, avec des reflets lunaires. Je n'y connais pas grand-chose en navigation, c'est sûr. Mais tout de même, à la maison, je suis abonné à BT, Bibliothèque de travail freiné. Et j'en ai reçu plusieurs sur les ports. Eh bien, c'est la première fois que je vois ça sur un bateau. Juste à ce moment, Sylvette dit « Faut croire que c'est un bateau rudement perfectionné. » Nous regardons, sans rien comprendre. Et Sylvette dit encore que nous devons ressembler à Ben le hamster. C'est la mascotte de sa classe. Le jour
où il avait découvert le matériel d'imprimerie qui sert pour le journal de l'école. Tu sais, il se promenait sur les casiers en reniflant les lettres, les unes après les autres. Ses petits yeux brillaient, et on voyait clair comme le jour qu'il avait envie d'en mettre une dans ses bajoux pour voir si c'était bon à manger. J'imagine Ben en train de manger le matériel d'imprimerie, et j'éclate de rire. Et je suis encore au milieu de mon fou rire quand soudain le vertige me saisit. Nous sommes pris dans un tourbillon et nous avons l'impression que tout bascule. Je suis obligé de fermer les yeux et pendant 1 minute ou plus, je ne vois plus rien. Quand j'arrive à ouvrir les yeux, je suis si saisi que j'en oublie d'abord la présence de Sylvette. Je me frotte les paupières. Je me dis « Mon vieux, pas possible, t'as dû t'endormir sans t'en rendre compte. » Mais je peux toujours me frotter et me renfrotter les yeux, ça ne change rien. Alors je me pince histoire de me réveiller. Mais je vois toujours la même chose par l'espèce d'œil-fenêtre hublot de la cabine. C'est alors seulement que je regarde Sylvette. Nos regards se rencontrent et nous disons ensemble la bouche en haut « Ça alors !» Et je devine quelque chose de si terrible que je n'ose pas encore le formuler tout à fait. Non, ce n'est tout de même pas possible. Je sens mon cœur se rétrécir entre mes côtes, du moins c'est ce que je crois. Tandis que mes jambes deviennent du coton. Et brusquement, un voile se déchire dans mon esprit. Comment n'ai-je pas compris plus tôt? Nous sommes en plein ciel. Le navire étrange n'était pas fait pour l'eau. En tout cas, pas essentiellement. Il était en fait une nef stellaire. Fait pour fendre l'air, pour nager non parmi les goujons, les rocs bleus, les herbes longues, mais parmi les espaces impensables et les terres inconnues. J'ai un frisson froid qui me court le long du dos, comme une anguille mouillée. Par le hublot, je vois le ciel. Il est bleu, d'un bleu mauve de fleurs de pervenche. Et je vois des choses qui tournent, comme des drôles de petits soleils. Et tout ça me donne mal à la tête. Au loin, les rives sont roses. Les rives? Suis-je bête? Je veux dire l'horizon. Hélas, comme si l'on pouvait parler de rives. Nous ne sommes plus sur la rivière. Pris au piège, voilà ce que nous sommes. En route pour où ou pour combien de temps? Alors d'un seul coup, une des manettes du tableau se met à tourner comme une hélice. Elle tourne de plus en plus vite. Maintenant, des lumières s'allument rouge, bleu, orange, et sans rien d'autre ait changé, nous entendons une voix lente, neutre et métallique, une voix monotone, impersonnelle dire « Ne craignez rien, nous ne vous voulons aucun mal. » Au lieu d'être rassuré, je sens la sueur me couvrir les épaules, et Sylvette, je le vois bien, n'emmène pas large non plus. Le pire dans tout ça est de ne voir personne, juste une voix. Avant que nous réagissions, comment réagir d'ailleurs? Le tableau redevint vide, sombre et muet. La même question nous tourne dans la cervelle. Comment l'appareil a-t-il décollé et d'où vient cette voix? Nous réfléchissons. La porte noire est hermétiquement close. Je ne vous l'avais pas dit. On a entendu un clac, clac, très fort, dans le tourbillon du démarrage. Et voilà, ça vaut plutôt mieux. De toute façon, nous n'avons aucune envie de nous aventurer hors de la cabine, perdus dans l'espace comme une tortue sans carapace. Non merci. En attendant, nous sommes enfermés bel et bien pris par la curiosité, comme une souris par le morceau de gruyère. Sortir ne nous avancerait pas.
Il ne peut y avoir personne de caché, c'est clair. Ni hors de la cabine, ni dans la cabine. Par terre, des coussins, beaucoup de coussins, du même ocre étrange que les parois. Quelques placards, mais bien trop minces pour que quelqu'un puisse s'y glisser. D'ailleurs, la voix, nous l'avons encore dans les oreilles. Cette voix indéfinissable n'a rien d'une voix humaine. Et nos parents, une amertume me monte aux lèvres et me met un goût de fiel dans la bouche. Et je pense avec ironie, papa pourra toujours trouver le début de mon journal maintenant. Ça avancera à quoi? J'imagine de gros titres dans les quotidiens. 2 enfants, ils penseront sûrement que j'ai emmené Sylvette, on est si souvent ensemble. 2 enfants disparaissent à la suite d'un message mystérieux. Les recherches se poursuivent autour de la baie des Chèvres. L'inquiétude est très vive à Lotisaville, où l'on reste sans nouvelles des jeunes adolescents depuis leur départ. Fugue ou enlèvement. La thèse d'une fugue semble peu probable tant aux parents respectifs des jeunes adolescents qu'aux éducateurs les connaissant bien. Reste l'hypothèse d'un enlèvement. La brigade de gendarmerie a entrepris des recherches qui sont juste à présent demeurées vaines. Je suis sincèrement inquiet d'abord d'être là-dedans. Et puis, quand je songe aux soucis de mes parents, parole. Mais, si je veux bien y regarder de près, on croirait presque que j'éprouve aussi un certain plaisir, en pensant que je dois être dans le journal. Vous me croirez si vous voulez, mais voilà, je suis quasiment surpris à sourire en imaginant les articles. À la une du Canard local. L'homme est quand même un drôle d'animal. Des contrôles de police ont lieu sur les diverses routes, tandis que la rivière est draguée et que des hélicoptères survolent la région. Vrai, ils ont une bonne mine avec leurs hélicoptères et leurs contrôles de police, tandis que nous filons en fusée étrange à une vitesse sans doute incalculable. Signalement des 2 jeunes adolescents. Nicolas Equedo, 12 ans, 1,53 m, brun, cheveux en brosse, yeux gris, porte un polo manche courte jaune clair, un short noir et des sandales plastiques transparentes. Sylvie Darrette, 11 ans, 1,48 m, cheveux courts châtains, yeux bruns, porte un polo blanc, un short rouge et des espadrilles cordes rouges. Toute personne pouvant fournir des renseignements sur les 2 adolescents ou connaissant un individu séjournant dans la région et dont les initiales seraient IK est prié de se présenter d'urgence au commissariat. Sylvette a l'air trop abattue pour parler, et quand je pense à ma mère, qui s'affole même quand il n'y a rien du tout. Soudain, toutes les lumières se rallument, et la manette tourne comme une prise de folie. Et cette voix, qui me fait le même effet qu'une clé glacée dans le cou, quand on veut faire passer le hockey, cette voix déclare: Vos parents ne se font aucun souci, vous avez changé de temps. Le temps dans lequel nous sommes est un temps allongé, ou le temps de Lotisaville est un temps rétréci. Comme vous voudrez. Chez vos parents, il est toujours 7 heures. Le tableau s'éteint. Je reste d'abord anéanti. J'ai l'impression d'avoir reçu un coup de poing sur le crâne. Un peu comme le jour où je m'étais battu avec Marc en sortant de l'école pour je ne sais quelle histoire de cafardage et où il m'avait complètement sonné. Je me remets un peu. Soudain, un détail me frappe. Sylvette n'a absolument rien dit. Et moi, je n'ai prononcé aucune parole. J'ai seulement pensé. Est-ce à dire que... Ou alors j'aurais pensé tout haut sans m'en apercevoir. Ça peut arriver. Surtout dans des circonstances pareilles. Je dis à Sylvette, tout à l'heure, j'avais parlé.
Non, dit-elle simplement. Je me rembrunis. Elle a l'air de voir où je veux en venir, qu'elle ajoute. Ben, après tout, tu sais, il n'y a pas besoin d'être sorcier ni devin pour penser que nous nous tourmentons à cause de nos parents. C'est naturel, non? Nostradamus ou Madame Lune en diraient tout autant. C'est vrai? La palisse aussi. À peine ai-je eu le temps de penser ça, que le tableau brille à nouveau. La même voix reprend. Inutile de vous interroger sur la planète Kanda, nous lisons les pensées aussi facilement que si vous parliez. Miséricorde, nous voilà bien. Je ne m'étais donc pas trompé. Malheureusement. Dis, murmure Sylvette, un temps allongé ou un temps rétréci, qu'est-ce que ça veut dire au juste? Ben, un temps rétréci, ça doit être un temps qui tient moins de place, si tu veux. Je sais pas, moi, un élastique. C'est peut-être un temps condensé, comme du lait condensé. Qu'est-ce qui est du temps condensé? D'abord le temps allongé ou le temps rétréci, et lequel des deux est celui de la Terre? Je comprends rien. Oh zut! À vrai dire, je ne comprends plus très bien moi non plus. C'est bien compliqué pour nous cette histoire de deux temps différents. Je dis, je crois qu'on est dans un temps qui tient moins de place que le temps normal. Enfin, je veux dire celui de la Terre. Moins de place ou plus de place? Tu ne crois pas plutôt que c'est le contraire? Je commence à avoir mal à la tête. Je ne sais pas si on veut. De toute façon, si c'est vrai que c'est comme ça. Mais le tableau brille et la voix m'interrompt. Pas fâché d'ailleurs, toujours aussi calme et aussi impersonnel. Au-delà des sentiments humains en quelque sorte. Sur la planète Kanda, le mensonge n'existe pas. Ouh! Hein? Y a-t-il un oiseau dans la cabine? Eh bien, non, c'est Sylvette qui siffle, d'étonnement ou d'admiration. Sacrée Sylvette, ça doit être un sifflement mitigé. Tant. Silence. Puis je reprends. De toute façon, le principal, c'est que nos parents ne s'aperçoivent pas qu'on est parti longtemps, et qu'ils ne se fassent pas de soucis. C'est ce qu'il a voulu dire. Il? Qui d'abord? Oui, mais... Sylvette s'arrête. Mais j'ai compris. Oui, je sais bien. On ne se fait pas de soucis, mais personne ne nous cherche. Des articles à sensation et notre photo à la une des journaux, des rêves. Adieu veaux, vaches, cochons couvés. Et s'il n'y avait que ça? Ça va durer combien de temps? Si je puis dire, parce que le temps, là-dedans... Moi qui croyais que c'était drôle, les aventures, j'ai de plus en plus mal à la tête, et j'ai envie de dormir. Tant ou pas tant, je suis fatigué. Sylvette aussi, je crois. Les émotions, ça fatigue. Nous nous faisons une sorte de nid de coussin, et nous dormons. Quand je me réveille, mon mal de tête est passé. Mes 1000 questions tournent et tournent en farandole sous mon crâne. Je regarde Sylvette dormir. Elle a une moue de bébé et c'est tout juste si elle ne suce pas son pouce. Pauvre Sylvette, dire que c'est moi qui l'ai entraînée là-dedans. Elle ouvre les yeux. Nous nous asseyons en tailleur et nous faisons le point. Problème numéro 1. Qui est Ika? Une voix pour l'instant. Et nous ne savons toujours rien sur lui, ou si peu. Oui. Oh, bien sûr, quand nous nous demandons si Ika pouvait être caché à bord, c'était pour la forme, ou pour faire le tour des hypothèses, comme on dit dans une enquête policière. Un peu un enfantillage, en somme. Nous ne sommes pas si naïfs.
Même sur Terre, nous savons bien tout de même qu'il y a des fusées téléguidées. Oui, Ika nous parle d'ailleurs de son autre planète. Mais à quoi peut-il bien ressembler? C'est curieux, quand nous nous posons ce genre de questions, le tableau ne s'allume jamais. C'est peut-être un robot, dit Sylvette. Un robot? Comme une grande marionnette en fer, comme dans les histoires pour enfants? Oh, tu sais, il y a robot et robot. Nous songeons. Ce qui est terriblement inquiétant, c'est cette histoire d'êtres qui lisent soi-disant nos pensées. Je n'aime pas cela. Je n'aime pas cela du tout. Je me sens un peu comme une fourmi sous un microscope. Ça m'humilie et je n'aime pas être humilié. J'en parle à Sylvette. Au lieu de me soulager, on dirait que ça me décourage davantage. J'ai vraiment l'impression qu'on ne peut rien. J'ai presque envie de pleurer et je suis obligé de serrer les poings. C'est drôle, Sylvette est plus calme que moi. Je commence à comprendre ce que veut dire papa quand il dit qu'elle est pondérée. Elle dit « Ne te mets pas dans cet état, ça ne sert à rien. » Elle dit encore « On peut toujours faire quelque chose. » Tu sais à quoi je pense? Non, je ne suis pas Ika, moi. Au poème d'enfant vietnamien que ton père nous lisait l'an dernier le soir, et à cette chanson populaire qui disait « Quand l'homme est décidé, le ciel lui-même est vaincu ». Je suis bien obligé de le reconnaître, même si ça fait pas plaisir. Je crois bien que Sylvette est plus courageuse que moi. Intérieurement, je bouillonne. Décider, à quoi d'abord? Je vous le demande. À quoi peut-on être décidé dans des conditions pareilles? Bon, passons. Mais enfin que diable, nous ne savons toujours pas qui est Ika. Et, tu sais, il n'a pas une voix humaine, d'accord, mais ça peut très bien ne pas être un robot sur une autre planète. Oui, tout est possible. De toute façon, tu dis Ika parce que c'est pratique, mais Ika, c'est des initiales. Ben oui. Quoi? Ça, si ça te fait plaisir, on pourrait dire Isidore Cadépou, par exemple. Seulement ça serait plus long. Sylvette éclate de rire, et moi, j'ai brusquement une illumination. Et qui te dit qu'il s'agit d'initiales comme sur la Terre? Là-bas, ils n'ont pas forcément des noms et des prénoms comme nous. Ils ont peut-être des numéros, ou des noms de fleurs, ou autre chose. Je dis. C'est peut-être une autre façon de signer K, ça a peut-être un rapport avec Kanda. Tiens, je parie que ça veut dire Ika, l'invisible kandalien. Sylvette n'a pas l'air très convaincue, mais je tiens à mon idée. Allons-y pour l'invisible kandalien. Depuis combien de temps volons-nous? Mais c'est vrai que cette question n'a plus de sens. Je regarde ma montre. C'était à prévoir, elle semble arrêter. Sans parler de nos parents qui bien sûr nous manquent. Il me semble qu'il y a des siècles que je n'ai pas vu de petites choses toutes simples, comme un morceau de pain de la terre bien croustillant, ou encore les longues herbes grises qui jalonnent le chemin bas par lequel nous sommes partis tout à l'heure ou dans une autre vie. Je ne sais pas, je ne sais plus. Il y a un moment que nous nous taisons. Et Sylvette dit « J'ai soif ». Je m'aperçois tout à coup que j'éprouve moi aussi un intense besoin de boire. Je ne sais pas si c'est le mois d'août ou bien le voyage, mais j'ai la bouche sèche comme de l'amadou. Oui, mais que boire? On peut toujours chercher, dit Sylvette sans conviction. C'est en ouvrant le troisième placard de la cloison que je découvre plusieurs verres et un grand flacon plein de liquide orange. Mais quand Sylvette le débouche et le renifle, puis moi ensuite, ça a plutôt une odeur de menthe. Nous hésitons. Une idée peut-être absurde me trotte par la tête. Et si c'était du poison? Mais après tout, quel intérêt pourrait-on bien avoir à nous empoisonner? Ou si c'était un somnifère? Ou quelque chose qui nous rende ivres un peu comme l'alcool? Bien entendu, nous n'avons rien dit, mais la manette hélice sur le tableau se remet à tourner à toute allure et la voix lente, monotone, inexpressive dit « Vous pouvez boire, ce n'est pas du poison,
ni rien de pareil. C'est une voix. La voix paraît hésiter. Ces voix valent nombreux sons. Il y a un silence et un petit déclic, comme si quelque chose se grippait dans la machine quelque part sous le tableau. On dirait que la machine, le robot ou l'être étrange, comment savoir, qui se cache derrière tout ça, n'est pas familiarisé avec l'emploi de notre langue. De toute évidence, il est en train de mélanger boisson et breuvage. En effet, la voix reprend. C'est une boisson sans danger. Je rassemble mon courage et demande « Qu'est-ce que c'est ?» Nous l'appelons du fidge. C'est fabriqué avec des plantes de chez nous. C'est rafraîchissant l'été. Tiens, ils ont donc un été aussi, ou bien ils parlent d'une autre. Je regarde Sylvette. Son visage s'est durci. Elle serre les lèvres avec un petit pli volontaire au menton, comme lorsqu'on a décidé de se jeter à l'eau et de faire quelque chose de difficile. En effet, elle ouvre la bouche et dit « Et vous, qui êtes-vous » Mais déjà les lumières sont éteintes. Le tableau paraît mort et rien ne vient rompre le silence. Je fais la grimace et Sylvette soupire. Manifestement, nous sommes en face d'une volonté de ne pas répondre. Mais pourquoi, enfin pourquoi ? Nous ne savons toujours pas qui est Ika et, deuxième volet du problème, pourquoi nous a-t-on enlevé et que nous veut-on ? Sûrement, pas faire pression sur nos parents en particulier, ou les terriens en général, puisque nous sommes dans un autre temps et que personne ne se soucie de notre absence. Quoi d'autre ? Je cherche en vain. Nous avons rebu du fidge. Nous avons mangé aussi des tablettes moitié sucrées et moitié salées qui s'appellent du Nekalia, presque un nom de médicament. Nous avons redormi plusieurs fois dans cette espèce de temps qui n'est pas un temps. Enfin, je me comprends. Je pense encore à 1000 petits riens, les carrés de soleil sur le mur d'en face, tels que je les voyais tous les jours de ma fenêtre quand je travaillais, la tarte aux prunes que maman nous avait faite l'autre jour, et ce disque que papa passait juste le dimanche d'avant. Enfin oui, avant tout ça, la symphonie du Nouveau Monde, je crois. Et il m'avait expliqué que c'était un musicien tchèque qui l'avait composé, un nom comme « Nous essayons d'en savoir plus sur la planète Kanda ». Par questions imprévues, par petites touches, Ika ne répond pas toujours. C'est un peu comme un jeu du portrait où il y a des questions permises. Qu'est-ce que ce serait si c'était une fleur? Qu'est-ce que ce serait si c'était une machine? Certaines questions obtiennent une réponse, d'autres non. Pourquoi? Parce qu'on se méfie de nous? Pour quelle autre raison alors? Il faut savoir choisir ces questions. Quel animal avez-vous sur Kandar? Dit Sylvette mine de rien. Elle joue très bien l'air détaché. Animaux? Qu'appelez-vous un animal? Non, pas possible. Ika fait la bête, si je puis dire. Bien, le moment de faire des jeux de mots. Même Sylvette s'impatiente. Un animal. Des animaux? Oui, je veux dire des chiens, des vaches, des perroquets, des bêtes quoi. Il y a un moment de silence, comme si on réfléchissait, ou comme si quelqu'un prenait le temps de chercher animal ou bête dans un dictionnaire terrien, français plus précisément. Pourtant, cette fois la communication n'a pas été coupée, et nous attendons, frémissant, que fait Ika, l'invisible Ika. Brusquement, la voix reprend. Il n'y a pas d'animal sur Kanda, rien que des êtres comme moi. Je saisis la balle au bond. Rien que des êtres comme vous, Ika, c'est-à-dire comment? Et Sylvette ajoute. Ika, voyons, soyez gentil, qui êtes-vous? Mais le tableau s'est éteint. Toujours les questions défendues. Et nous songeons. Un monde sans animal du tout, ça doit être une drôle de chose. Je pense au chat de Marc, qu'il appelle Petit Melon parce que c'est un chat orange et qu'il est tout gras et rond.
Marc le soulève dans sa main et dit « Mon petit melon poilu, melon à pattes ». Pourvu qu'on s'occupe de lui, Petit Melon est toujours content. Il ronronne de plaisir et fait ses griffes sur le pantalon de Marc. « Est-ce qu'on pourrait être bon dans un monde sans animaux ?» demande soudain Sylvette. Drôle de question. Pourtant, les Candaliens ne mentent pas. Ils sont peut-être mieux que nous. Manger, boire, dormir. Manger, boire, dormir. Les jours passent. Enfin, les jours, je ne sais quoi passent, entrecoupés de veille et de sommeil. En tout cas, c'est long. Je regrette presque les ensembles mathématiques et les analyses grammaticales. C'est dire. Je songe à la baie des chèvres, et je me mets machinalement à fredonner un air, d'abord à bouche fermée. C'est une mélopée très triste, comme certains chants de troubadour. Soudain, je le reconnais. Maman le chantait parfois en faisant la vaisselle. Nous n'irons plus au bord de la rivière, au bord de la rivière, où l'herbe y poussait, au bord de la rivière, dans le joli pré. Oh, arrête ça, tu veux, dit Sylvette, d'un ton excédé que je ne lui connaissais pas, et je me tais. C'est curieux comme il est difficile de vivre longtemps à deux coupés du monde extérieur, et comme ce que fait l'un agace l'autre très vite. Robinson et Vendredi ne devaient pas s'amuser tous les jours, mais au moins ils pouvaient partir chacun à un bout de l'île. Pourtant, j'aime beaucoup Sylvette, et, elle aussi, je suis sûre. J'aurais sûrement encore plus de mal à m'entendre avec quelqu'un d'autre. C'est bien compliqué la vie. Quand je serai grand, c'est avec Sylvette que je voudrais me marier. C'est sérieux. Quand je dis ça, les parents de Sylvette rient. Et même maman. Et les grandes personnes, elles ne vous voient jamais grandir. Elles préfèrent toutes que vous restiez petit. On dirait que ça les arrange. Aussi, maintenant, je ne dis plus rien. Il n'y a que papa, il sourit aussi bien sûr, mais il me regarde et c'est comme si ses yeux allaient tout au fond de moi, et si je devenais transparent et il dit « Eh mon garçon, tu pourrais choisir plus mal. » Lui aussi aime bien Sylvette. Et maintenant, Sylvette a cette voix dure que j'ignorais. D'ailleurs, il faut bien le dire, depuis que nous sommes enfermés là-dedans, elle aussi parfois, elle m'énerve. Cette façon par exemple, elle a de balancer le pied en parlant. Je dois avoir l'air triste, car Sylvette dit tout à coup, comme pour s'excuser, sans s'excuser. Oh écoute, on a déjà bien assez de raisons d'avoir le cafard, alors chante autre chose. Mais je n'ai plus aucune envie de chanter, et nous nous taisons, et c'est de plus en plus terrible de rester sans rien faire. Je me demande si les Candaliens lisent vraiment les pensées, en tout cas aussi bien qu'Ika le prétend. J'ai comme l'impression qu'il a des ratés, et cela me rassure d'une certaine façon. Tenez, ce qui s'est passé hier soir par exemple. Enfin, hier soir, je veux dire avant que nous dormions. Avec Sylvette, nous avions regardé par le hublot de grands arbres d'étoiles dans le ciel et des enfilochures mauves à petites pointes qui chatoyaient comme du mica. Nous étions à bout de nerfs et je ne me rendais pas compte à quel point. Cette fois, c'est Sylvette qui a craqué, sans que j'aie le temps d'intervenir. Elle s'est précipitée sur le tableau et s'est mise au hasard à tourner tous les boutons. Elle criait « J'en ai marre, 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 qu'il arrive quelque chose, n'importe quoi, mais au moins que ça change. » Quand on n'y connaît rien en fusée, surtout celle-là, vous avouerez que ce n'est tout de même pas une chose à faire. Mais en un sens, je la comprenais. Je m'étais déjà retenu plusieurs fois tellement j'avais envie d'en faire autant. Le navire s'est mis à tanguer dans tous les sens et à tourner comme un hanneton qui a le mal de mer, et j'ai fermé les yeux. Bien sûr, Ika est intervenu tout de suite. On a entendu plusieurs grincements. Puis Sylvette s'est trouvée projetée en arrière brusquement, comme quand on reçoit une décharge électrique, et j'ai eu très peur pour elle.
La voix d'Ika s'est élevée. Elle disait d'un ton indéfinissable et qui vous faisait froid dans le dos. Ne recommencez jamais cela. D'ailleurs, il n'y a plus de risque. Quand nous arriverons à 50 cm d'environ du tableau, impossible maintenant d'avancer. Nous nous heurtons à quelque chose, un champ magnétique, comme disait papa quand il m'expliquait la boussole, un mur invisible, savoir. Et maintenant, voulez-vous me le dire? Est-ce que ce n'est pas troublant? De toute évidence, quelqu'un nous épie sans arrêt, et nous ne sommes pas perdus de vue une seule seconde. Alors, si Ika lisait véritablement les pensées, est-ce qu'il n'aurait pas arrêté Sylvette plus tôt? Comme dit le proverbe, il vaut mieux prévenir que guérir. Mais, en fait, Ika n'a pas réagi plutôt que moi. Ce qui me conduit à toute une série de questions. Si Ika ne lit pas vraiment les pensées, il a très bien pu en deviner certaines par bon sens et par chance. Eh bien, il nous a menti. Et dans ce cas, est-il bien vrai que les Candaliens ne mentent pas? Et même, Ika est-il vraiment un Candalien? Tout est possible. Hier, Sylvette me disait, au fond, de ne jamais se creuser la tête pour mentir et de pouvoir lire les pensées des autres, ça doit être rudement reposant. Quoique reposant, enfin, moi, je veux bien, mais je suis pas si sûre. Ou alors, si, à condition qu'il n'y ait que des pensées gentilles. Parce que si c'est comme les humains là, je ne sais vraiment pas. Vous m'imaginez en train de regarder Marcel Montblois, et tout à coup je lis comme ça dans sa tête, Nicolas est un imbécile. Franchement, je ne suis pas sûr du tout que ça me reposerait. Une inquiétude s'installe en moi, goutte à goutte, comme une source qui sointe. Une inquiétude que je n'arrive pas d'abord à m'expliquer. Et puis, ça se précise, et une idée me glace. Si Ika ment, c'est que c'est bien plus grave que je ne le pensais. Cette histoire de deux temps différents, qui nous prouve que c'est vrai, et si nos parents nous croient perdus. Nicolas est un imbécile, Nicolas est un imbécile, Nicolas est un imbécile, Nicolas est un imbécile. Qui aurait dit que c'était si simple? Une farce? Enfin oui, si on veut, une farce de robots détraqués. Car Sylvette avait raison, Ika est finalement un robot. Mais c'est vrai, je ne vous ai pas raconté l'arrivée sur Kanda. Pour une surprise, c'était une surprise. Imaginez, une grande place noire de monde, un tas de gens avec de petits drapeaux verts et bleus. Enfin, j'appelle ça des drapeaux, mais c'était plutôt rond. Puis, un grésillement dans un haut-parleur et une voix grave et solennelle qui dit « Nous sommes heureux d'accueillir aujourd'hui sur Kanda Hervé Bafigoud, le célèbre savant terrien. Honneur à la science et à ses chercheurs infatigables qui travaillent sur toutes les planètes. » Nous nous regardons, Sylvette et moi, éberlués. Mais au bout d'un moment, les Candaliens étaient encore plus surpris que nous. Quel quiproquo! Vous parlez d'un micmac. Enfin, tout s'est expliqué. Ika est un robot très perfectionné. I et K sont les initiales de certains chiffres candaliens et indiquent à la fois la date de fabrication du robot et son degré de perfection technique. Il paraît que les Candaliens font depuis longtemps des études sur les terriens, sans que nous nous en doutions. Au point où ils en étaient arrivés, ils avaient besoin d'entretiens assez longs avec quelqu'un de la Terre, histoire de confirmer certaines théories à notre sujet. Oh, pas n'importe qui, bien sûr. C'est pourquoi ils avaient choisi Hervé Bafigoud, qui habite Lotisaville et qui est l'un des meilleurs biologistes vivant actuellement sur Terre. Mais alors, et nous? C'est là qu'intervient Ika. De peur d'un refus, il était chargé d'enlever secrètement Bafigoud en ne lui révélant le lieu de destination et ce qu'on attendait de lui qu'à l'arrivée sur Kanda. Seulement voilà, Ika s'est détraqué et c'est moi qui ai reçu le message.
Les candaliens. Les candidats, comme dit Sylvette pour s'amuser. Et je demande, candidat à quoi? Avoir des terriens, me répond-elle. Les candaliens nous ressemblent beaucoup. Sauf bien sûr leur couleur verte et leurs 7 doigts. Ça fait bizarre au début, mais on s'y fait très vite. Et ils sont gentils. Je pense qu'ils ne mentent pas. Pour nous rassurer, ils nous ont montré nos maisons sur un grand écran lumineux. Tout semblait comme lorsque nous étions partis. Chez moi, maman préparait des pommes de terre et disait « J'espère que Nicolas va bientôt rentrer ». Et papa regardait sa montre et répondait « Ne t'inquiète pas, il n'est jamais que 7 heures ». Vous allez me dire « Mais alors, Ika et la lecture de pensée ». Eh bien là aussi, il faut s'entendre. Tout est une question de mots. En fait, Ika était de bonne foi. Si je peux dire ça pour un robot. Tout perfectionné qu'il était, il ne faisait quand même pas la différence entre lire des pensées et puis interpréter. Naturellement, il interprétait. Il y avait des choses qu'il trouvait par bon sens. Notre inquiétude au sujet de nos parents, par exemple. Il interprétait nos gestes et nos attitudes. Quand on est en colère ou qu'on a peur, souvent ça se voit, même si on se tait. On nous a expliqué qu'il était capable aussi d'étudier le langage et ses intonations et de découvrir derrière nos paroles des choses que nous ne disions pas. Il était construit et programmé pour ça. Mais c'est bien tout, absolument tout. Heureusement. Et quand Sylvette s'est précipitée sur le tableau, il n'avait rien deviné. Comment partirons-nous? Me demande Sylvette. Je n'ai pas encore posé la question. Bah, nous avons bien le temps de voir puisque nos parents ne s'inquiètent pas. D'ailleurs, les Candaliens n'ont aucune raison de nous garder. Pourquoi nous garderaient-ils puisque nous sommes là par erreur? Pour l'instant, ils font de l'observation d'humains et nous de l'observation de Candaliens, mais tout cela ne peut durer très longtemps. Comment partirons-nous? Par le même navire ni coquillage. J'ai vu tout à l'heure, dans un hangar spatial tout vitré, des modèles de navires étranges, des soucoupes couleur d'ivoire, de longues nefs stellaires au profil d'oiseaux, du même vert pastel que les doigts des Candaliens, un vert de rêve. Je crois que j'aimerais changer, revenir par une autre nef. Je reprends goût au voyage. Enfin, et comme dit le proverbe, demain est un autre jour, tout ça se réglera demain. Demain, bien sûr, quand je dis demain, je veux dire quand nous aurons dormi. Les aventures fatiguent, ça, je peux le dire. Et, vrai, je tombe de sommeil. On nous a donné 2 chambres vertes, un peu vert turquoise, avec 2 grands lits ronds. Et je bâille. Ouf, je crois que je dormirai bien cette nuit.